quand je me suis installé, la première chose que j'ai fait, c'est que j'ai tiré un tableau Excel sur les conseils du bar entrepreneurial, d'ailleurs, que je trouvais très bon, où en fait, tu calcules le nombre d'heures maximum dans l'année où tu vas travailler. Donc, évidemment, quand tu es collaborateur, tu sors, tu as tendance à te dire, moi, c'est sûr, je vais travailler 1200, 1300, 1400 heures. Walou. Tu pars sur une base de 1000 heures. Plus tu t'installes tôt, plus à mon sens c'est difficile, et de toute façon, il faut de quoi provisionner. En réalité, l'installation qui est idéale, tu as entre 3 et 6 mois de trésorerie en face de toi. Enchanté Alexandre. Enchanté Louis. J'espère que tu vas bien. Je suis trop content de t'avoir. Tu es avocat en droit des affaires, en droit fiscal. Droit des sociétés. Droit des sociétés en général. Et tu te présentes comme l'avocat qui accompagne les entrepreneurs, les entrepreneuses dans le lancement et le développement de leur activité. Et tu es aussi membre du Conseil de l'Ordre. Du Conseil national des Du barreaux. Conseil national des barreaux, excuse-moi. Et on en parlait juste avant en plus, je me trompe à chaque fois. Et je te vois. Et pourquoi j'ai invité Alexandre en fait sur le Cheat Code? Parce que je te vois partout. Tu bosses dans l'écosystème startup. Alors tu me disais juste avant, oh, on me voit pas assez, etc. Parce que forcément on est toujours un petit peu, on prend du recul par rapport à son activité. Mais moi, à titre perso, qui regarde beaucoup l'écosystème startup, qui regarde un peu ce qui se fait, notamment chez les avocats, parce que j'ai un peu un pied dans les deux. Et je te trouvais très présent. Tu es une personne qui a l'air d'être, qui est souvent invitée à parler dans des salons, qui communique, mais plutôt autour de ce que tu fais, plus que autour forcément de ton activité. Et je trouvais que ta manière de développer, elle était intéressante. J'avais plein de choses à raconter. Tu as aussi participé à l'émission Solo. Tu as j'ai l'impression, une stratégie que tu réfléchis et que tu es en train de mettre en place qui est hyper intéressante. Et je pense que c'était sympa pour des personnes qui veulent se lancer ou qui commencent à réfléchir à leur stratégie, de t'avoir et de connaître ton témoignage pour s'inspirer. Je te laisse te présenter, j'ai plein de questions. Et puis après, on enchaîne. Alors Alexandre, j'exerce à mon compte. Alors j'ai prêté serment en 2020, j'exerce à mon compte depuis 2021. J'ai été associé. Aujourd'hui, je suis toujours avocat individuel. J'exerce principalement en droit des affaires, droit des sociétés quasi essentiellement, où effectivement j'accompagne les entrepreneurs de l'idée de leur projet à la revente, en passant par les étapes de croissance, les éventuelles embûches qu'ils peuvent rencontrer avec un départ d'associés, avec parfois aussi un accompagnement dirigé sur les associés qui peuvent être exclus ou sortants pour mettre fin à des conflits. En parallèle de ça, j'exerce la même activité pour les avocats. C'est plus minoritaire sur mon portefeuille client, mais la même activité. Et à titre pro bono, j'accompagne pas mal de collaborateurs devant les instances ordinales, ce qui fait que du coup j'ai une connaissance de la pratique du, on va dire, contentieux entre avocats ou contentieux ordinal, qui est une partie assez importante de mon activité pro bono et qui est particulièrement intéressante parce qu'en fait elle a un peu de niche et elle est toujours intéressante. Elle permet de manier la déontologie au quotidien. Ok, intéressant, on va pouvoir aller en profondeur là-dessus. Pourquoi tu t'es lancé sur ce domaine d'activité-là? Est-ce que tu avais déjà... j'ai l'impression que tu es très porté sur la tech. Qu'est-ce qui t'a poussé à aller vers là? En fait, je voulais être avocat d'affaires depuis que j'étais en deuxième année. En fait, j'ai été militant étudiant avant. J'ai pas commencé par un parcours en droit, et j'ai commencé par un parcours en économie parce que à la sortie du lycée, on m'a dit t'es pas bon en français, tu réussiras pas en droit. Donc j'ai commencé par des mathématiques et de l'économie, et j'ai été élu étudiant, et en fait je me suis rendu compte que porter la voix des autres, accompagner, conseiller, c'est quelque chose qui m'intéressait. Donc j'ai voulu devenir avocat, et avocat d'affaires parce que il y a une technicité. Il y a la possibilité d'être créatif, de jouer avec pas mal de règles, d'accompagner véritablement des projets. Et je trouve que c'est le plus proche avec le bagage juridique, j'entends, de ce qu'on pourrait être comme porteur de projet. C'est-à-dire que on a un vrai conseil de l'entrepreneur, à la fois sur les règles légales, mais aussi sur des instants de prise de décision où parfois on va être amené à conseiller quelque chose qui pourrait paraître contre-intuitif, mais quand on a les raisons derrière la décision, on est en mesure de comprendre pourquoi on a fait ça plutôt que ça.
Et donc, c'est quelque chose qui m'a particulièrement intéressé. Du coup, naturellement, j'ai été en master de droit des affaires. J'ai fait un DJCE derrière. J'ai commencé ma carrière au Luxembourg, dans un cabinet, l'équivalent d'un Big Four, mais luxembourgeois, qui est un spin-off en fait d'Arthur Andersen. Et derrière, je suis revenu en France. Naturellement, j'ai commencé dans des gros cabinets. Moi, j'ai commencé pendant le Covid, donc le début de l'activité n'a pas été de tourpeau. Et en fait, j'avais à long terme l'idée de m'installer, plutôt 3-5 ans qu'un an. Et en fait, le Covid a précipité un peu les choses. Et j'ai fait un arbitrage dont on pourra reparler. Vas-y, parle-en maintenant. En fait, l'arbitrage, il était simple, c'est que toutes les personnes avec qui j'ai travaillé m'ont dit que mon niveau technique était suffisant, dans le sens où j'avais pas un niveau technique de première année, parce qu'en fait, on recherche deux choses chez l'avocat. La première chose qu'on recherche, c'est effectivement le bagage technique, et ça, tu ne peux l'acquérir que en travaillant, en te formant et en faisant les recherches idoines. Après, tu as le bagage un peu pratique de savoir réagir dans le cas d'un dossier. Et ça, évidemment, tu l'apprends tout au long de la vie. Et après, tu as le bagage gestion du client. Comment est-ce qu'on gère un client difficile? Comment est-ce qu'on gère un dossier? Comment est-ce qu'on fait un suivi de dossier? Comment est-ce qu'on relance? La question de la facturation, etc. Et en fait, mes précédentes expériences dans les études d'engagement étudiant qui confinent à l'entrepreneuriat, en fait, ont fait que là-dessus, j'étais assez mature. Quand je suis arrivé au Luxembourg, on m'a très vite donné une autonomie sur mon portefeuille de clients. Donc, en fait, quand je suis retourné en France avec ce bagage-là, j'avais pas un bagage de première année. Quand j'en ai discuté avec mes anciens boss, etc., qui étaient assez élogieux sur mon bagage technique, la seule question qui s'est posée, c'est en réalité la question qui se pose tout au long de la vie quand tu t'installes, c'est est-ce que j'ai suffisamment de clients? Est-ce que je vais faire suffisamment d'argent pour en vivre? Et ça, en fait, j'ai eu des réflexions avec des copains, etc. Parce que je me suis installé post-Covid, j'avais pas du tout de chiffre d'affaires, etc. Et en fait, ils m'ont dit, oui, mais quand tu gagneras 10 000 euros de rétrocession, est-ce que tu te poseras la même question? Et en fait, la vérité, elle est là. C'est que plus tu augmentes, alors certes, si tu développes petit à petit ta clientèle sur 6 ans, sur 7 ans, et qu'à la fin, tu t'installes parce que ton chiffre de clientèle a quasiment remplacé ta rétrocession, cette question-là, tu te le poses pas. Mais par contre, tu te la poseras tout le temps. Et en fait, tu te la reposes tous les mois. Et tu te la reposes tous les ans. À chaque fois, tu redémarres à zéro. Donc, en fait, in fine, il faut juste accepter de vivre avec ça. Et à la différence de la collaboration, tu acceptes de vivre avec des incertitudes qui ne sont pas les mêmes. En collaboration, tu viens le matin, tu acceptes avec l'incertitude de potentiellement que ta collaboration s'arrête, potentiellement de ne pas avoir fait quelque chose, avec des frustrations de ne pas pouvoir répondre ce que tu voudrais au client parce que, in fine, tu considères que c'est pas le tien, même si je suis pas forcément d'accord là-dessus, mais il y a des choses dont tu peux pas te permettre, effectivement. Quand tu es installé, tu vis avec d'autres incertitudes. Ouais, c'est clair. Et du coup, c'est une question qu'on nous pose tout le temps, et je pense que tu as beaucoup de gens qui doivent te la poser. C'est à quel moment pour toi tu considères justement, est-ce que tu as quand même quelqu'un qui n'a pas le bagage que tu avais eu avant, est-ce que tu as un conseil pour des personnes qui veulent se lancer, un temps moyen quand même, est-ce que tu penses qu'il ne faut pas tout de suite se lancer après ses études, il faut avoir quelques années d'exercice en collaboration avant de se lancer en individuel ou Moi, je pense. En vrai, je sais qu'il y a des installations réussies après la prestation de serment. Ça, j'en ai pas de doute. Mais je pense que effectivement, faut faire un petit passage en collaboration pour apprendre un certain nombre de choses, pour manier un peu la déontologie de manière pratique, pour acquérir quelques réflexes, commencer à rencontrer du monde et avoir des apporteurs de dossiers. Parce qu'il y a quand même une appréciation. Les confrères sont de très grands apporteurs d'affaires, il y a quand même une appréciation du fait d'avoir un peu d'expérience quand tu t'installes. Et donc, du coup, c'est plus difficile plus tu t'installes tôt, plus à mon sens, c'est difficile. Et de toute façon, il faut de quoi provisionner. En réalité, l'installation qui est idéale, tu as entre 3 et 6 mois de trésorerie en face de toi, trésorerie perso. C'est quoi comme montant de 3 à 6 mois de trésorerie? En fait, ça dépend de tout un chacun. C'est-à-dire que c'est 3 et 6 mois des charges minimum que tu dois être en mesure de pouvoir assumer pour vivre. Okay. Donc, pour quelqu'un, ça peut être
2 000 euros par mois et donc 6 000 euros net d'économie en fait, ou 12. Pour d'autres, ça peut être 4, 8, tu peux pas savoir en fait. Mais c'est vraiment, faut fonctionner au régime minimum dans lequel il faut englober aussi les charges professionnelles. Et il faut te dire que si entre 3 et 6 mois, t'as pas fait de chiffre d'affaires, c'est que effectivement ça pédale un peu et que peut-être la solution, c'est la collaboration à mi-temps ou une autre forme d'exercice, une sous-traitance, voilà, plutôt que de l'installation brute et sèche, quoi. Ok, c'est trop intéressant. Et tu parlais du coup de manier la déontologie. Qu'est-ce que tu entends par là concrètement? Et c'est quoi un peu les erreurs que font les avocats sur le sujet? Bah, en fait, je pense pas qu'il y ait d'erreur typique, c'est que la déontologie, elle infuse dans tout ce qu'on fait. Les relations entre confrères, les relations avec le client, la manière dont on interagit avec la partie adverse, ce qu'on peut faire, ce qu'on peut pas faire, ce qu'on doit faire quand on succède à un confrère, la manière dont on doit fixer nos honoraires, les réflexions qu'on doit avoir sur nos conventions d'honoraires, etc. Et donc ça, il faut le manier un petit peu pour apprendre à interagir avec les confrères, pour apprendre à interagir avec la partie adverse, pour apprendre à gérer un client difficile. Donc je pense que c'est pas mal d'avoir fait un passage en collaboration. Tu vois, typiquement, quand je parle de ça, je repense à je crois que j'avais 3 semaines de collaboration. Le client, un de nos clients reçoit une mise en demeure d'avocat. On s'apprête à répondre. Je soumets le courrier à ma boss. Elle me dit OK, très bien, on envoie comme ça. Et elle me dit par contre, tu n'oublies pas de mettre la mention officielle sur le courrier. Je lui dis mais pourquoi on répond entre avocats, il n'y a pas lieu. Elle m'a dit non, parce que si tu lui réponds comme ça, lui ce qu'il va dire si ça va au contentieux, c'est qu'en fait la société n'a jamais répondu. Okay. Et qu'à ce titre-là, son courrier est resté lettre morte. Et donc c'est un petit peu vicieux, c'est un petit peu indélicat, mais en réalité c'est des choses qui existent et c'est des choses que tu dois connaître au moment où tu t'installes et c'est des réflexes que tu dois avoir. Donc la déontologie, elle nous est enseignée à l'école. Maintenant, on a besoin de la manier, on a besoin de comprendre ce que c'est le conflit d'intérêts, de le manier pour s'en rendre compte, de se questionner, de pouvoir avoir aussi un certain nombre d'avocats qu'on connaît, avec qui on peut discuter, avec qui on peut confronter des points de vue, etc., pour justement pouvoir exercer sereinement. Donc je pense que c'est pas mal d'avoir fait un passage en collaboration. Après, chacun se le sent. Hein. Et puis, de toute façon, il n'y a pas de route unique. Donc à partir du moment où on a l'humilité de dire j'ai testé, ça n'a pas marché, en fait, il n'y a pas de... C'est vrai que les gens prennent ça un peu comme le grand bain, alors qu'en fait, c'est pas grave si au bout de quelques temps, tu reviens en collab. Moi, je pense que tu as raison, à moins d'avoir un super positionnement, un super avantage concurrentiel qui fait que c'est bon plan de se lancer direct. Je pense qu'un petit peu être un peu humble et savoir se laisser former, à moins d'avoir fait les meilleurs stages pendant toute sa scolarité, c'est bon plan. Ok. Et donc toi aujourd'hui, comment tu développes un peu ta clientèle? Qu'est-ce que tu mets en place pour trouver tes premiers clients? Tu travailles dans un écosystème qui est, moi je trouve, exigeant, dans le sens où on peut se dire, je vois beaucoup de gens qui disent je vais me lancer dans les startups, il y a de l'argent à se faire. En réalité, c'est des gens qui n'ont pas d'argent, ils doivent économiser à fond, ils peuvent lever des fonds, mais aujourd'hui c'est compliqué. En plus, ces fonds-là, ils vont essayer aujourd'hui d'être beaucoup plus regardants sur la manière de les utiliser. Donc, comment tu as réussi à t'inscrire dans cet écosystème-là? Est-ce qu'il faut apprendre des choses? Où est-ce que tu es allé apprendre ces choses-là? Est-ce que tu peux en parler un peu de tout ça? Alors, j'ai évolué dans cet écosystème-là avant de finir mes études. En réalité, j'avais un poste de stagiaire. J'y suis pas allé parce que c'était incompatible avec mon Master 2, mais j'avais une start-up qui m'avait pris en stage pour faire tout leur juridique. Et en fait, je me rendais compte que ça me prenait trop de temps à côté du M2 qui était sur du 9h, 18h. Donc je l'ai pas fait, mais c'est quelque chose qui m'a attiré dès le départ. Et dans la ville où j'ai fait mes études à Toulouse, il y a un écosystème qui est assez présent. Donc ça, c'est des choses qui... Enfin, c'est, je trouve... un segment de clientèle avec lequel je me retrouvais très bien. Aujourd'hui, je n'ai pas que des startups dans le portefeuille et je suis capable de conseiller n'importe quel type d'entreprise. Ça, c'est pas un sujet. Mais c'est vrai qu'au début, c'était un segment de clientèle dans lequel je me retrouvais. Ce qui est super intéressant, c'est que tu peux les accompagner et tu sens tout de suite la plus-value
de l'accompagnement, là où peut-être elle est un peu plus diffuse lorsque la société est déjà créée, que tu viens juste régler un contentieux commercial. Effectivement, c'est moins, t'es moins à côté du porteur de projet pour l'aider à développer son projet. Comment je m'y suis mis? J'ai ensuite ciblé les cabinets dans lesquels le cabinet dans lequel j'ai fait mon stage final pour pouvoir avoir un pied dedans. Ouais. Et en fait, in fine, c'est aussi en lien, je trouve, avec ton âge de l'installation. C'est-à-dire que je discute souvent avec une avocate qui s'est installée après 15 ans de barreau en droit des sociétés. On n'a pas du tout le même portefeuille de clients et on n'a pas du tout les mêmes contacts. Moi, les gens qui viennent me voir, c'est soit des premiers créateurs, soit des seconds créateurs qui m'ont été recommandés. Donc, c'est aussi adapté, si tu veux, au réseau que tu as. Et c'est un milieu qui est agréable à conseiller. Après, effectivement, c'est un milieu qui tire les coups dans tous les sens. Maintenant, moi, j'ai fixé une grille tarifaire que j'estime honnête et j'en démarre pas. Parce que j'ai un vrai enjeu de rentabilité. Vu que je fais beaucoup d'activités à côté du cabinet qui sont pas rémunératrices, j'ai un vrai enjeu de rentabilité quand je travaille mes dossiers. Donc, c'est à mes coûts. Je sais pourquoi je les ai faits comme ça. Je sais le temps que je vais y passer dans 70% des dossiers. Je sais le temps que j'y passe. Je sais la nature de l'urgence, etc. Et avec ça, je sors un tarif. Si les gens sont pas prêts à mettre ce tarif-là, c'est juste qu'en fait, je suis pas la bonne personne pour les conseiller. Parce qu'à partir du moment où tu travailles au forfait, tu acceptes aussi le risque que le forfait se déroule sur quelque chose de beaucoup plus volumineux que ce que tu avais initialement prévu. Quoi. Toi, tu travailles au temps passé, du coup? Non, exclusivement en forfait, quasi exclusivement, le maximum. Parce que du coup, il n'y a pas de frustration. En fait, ça gomme d'une part la frustration, toi, du temps passé, l'obligation de faire des write-off. Tu vois, là, j'ai un protocole qui traîne en longueur parce qu'on n'arrive pas à se mettre d'accord. Le protocole, il y en a pour 6... Ouais, va y en avoir pour 6 000 € d'honoraires. Donc, en fait, à un moment, je vais être obligé de faire des write-off pour que ce soit en lien avec l'économie du projet. Mais du coup, moi, j'ai perdu du temps. Alors que si j'avais fait un forfait, peu importe le temps que ça aurait duré, j'aurais fait un forfait, je sais pas à combien, mais en tout cas, si j'avais fait un forfait, peu importe le temps que ça dure, le client, il le sait dès le départ, donc le client, il a accepté la dépense. Et c'est ça qui est, je pense, très important dans l'économie startup, c'est du fait de leur offrir de la prévisibilité. Ils ont accepté la dépense et rarement ils la remettent en cause. Ils la remettent en cause sur le fondement d'un temps passé, effectivement. Ouais, c'est clair. Ok, trop bien. Et comment tu as fait cette grille? T'as été un peu accompagné? T'as quelqu'un qui t'avait filé un peu un pendant Alors, je me suis beaucoup... quand je me suis installé, en fait, j'ai prêté serment en 2020, donc j'ai toujours suivi de la formation continue. On a au barreau de Paris le barreau entrepreneurial qui propose un certain nombre de formations axées vie professionnelle et comment on gère un cabinet. J'ai toujours eu la réflexion économique. De toute façon, quand je prends une décision, en général, je tire un tableau Excel. Et donc j'ai toujours eu cette approche. Pareil, l'approche de la comptabilité. Alors c'est un grand mot, comptabilité, mais en tout cas le suivi quand j'étais collaborateur de mes rétrocessions, de mes clients personnels, des dépenses que je faisais pour savoir ce qui me restait à la fin de l'année, ce qui était vraiment à moi, ce qui ne l'était pas, etc. Et donc, en fait, quand j'ai dû fixer une grille de tarifs, quand je me suis installé, la première chose que j'ai fait, c'est que j'ai tiré un tableau Excel sur les conseils du barreau entrepreneurial, d'ailleurs, que je trouvais très bon, où en fait, tu calcules le nombre d'heures maximum dans l'année où tu vas travailler. Donc, évidemment, quand tu es collaborateur, tu sors, tu as tendance à te dire, moi, c'est sûr, je vais travailler 1200, 1300, 1400 heures. Walou. Tu pars sur une base de 1000 heures. Pourquoi ? Parce que c'est 5 heures. Et en réalité, tu vas même la descendre un peu la base. Tu vas partir sur 800. C'est 5 heures par jour sur 210 jours travaillés. Puisque tu dois partir dans ta base de réflexion sur quelque chose qui est véritablement applicable. Tous les week-ends, les soirées, etc., c'est des variables d'ajustement en fonction de ton niveau de chargeabilité. Et ensuite, tu pars plutôt sur 4 que sur 5 parce que y a des journées exceptionnelles où je peux facturer 16 heures dans la journée parce que j'ai des conclusions à faire et que je passe 16 heures dessus et qu'elles sont complexes et que donc je facture 16 heures. Mais en réalité, je facture pas du tout 16 heures dans la journée. Donc tu te prends une moyenne en te disant que tu vas facturer 4 heures. Donc là, tu as déjà plus que 800 heures.
Sur ces 800 heures, tu considères que tu vas devoir faire des write-off. Donc, tu arrives à 500 heures. Sur ces 500 heures, là, tu vas regarder ce que tu as réellement besoin pour faire fonctionner ton cabinet, pour vivre la rémunération que toi, tu souhaiterais avoir, etc. Et en fait, une fois que tu as ça, tu es en mesure de diviser 100 000 euros, par exemple, par 500. Tu connais le taux de l'heure, le taux plancher de ton heure. Ouais. Après, tu fixes ton taux, évidemment, plus haut que ton taux plancher horaire. Pourquoi ? Parce que tu dois pouvoir offrir de la dégressivité à un client qui t'en demanderait. Et que tu ne peux pas aller en dessous de ce plancher-là, puisque par rapport aux stratégies que tu as toi, tu ne veux pas aller en dessous de ce plancher-là. Et ce plancher, il est important à fixer. Pourquoi ? Et il est important à surévaluer. Pourquoi ? Parce que tu ne peux pas arriver avec un client en année 1, lui dire mon plancher horaire, c'est 100 euros. Et en année 2, lui dire « Ah oui, mais en fait, là aujourd'hui, j'aimerais bien gagner ma vie, j'aimerais bien prendre un loyer, j'aimerais bien tout ça. Donc en fait, mon plancher horaire, c'est 200. » Il comprendra pas. Donc il faut tout de suite avoir une vision prospective de te dire « Voilà, ça c'est la situation que j'aimerais bien avoir dans 2 ans, avec des locaux, avec une rémunération satisfaisante, etc. Donc mon plancher horaire, il est à ce niveau-là. » Et après, tu le rehausses pour pouvoir offrir un peu de dégressivité, parce que la logique du plancher horaire, c'est de se dire que peut-être un jour, tu as un client qui va arriver, qui va te dire « Maître, je veux 100 heures. » Et donc, en fait, 100 heures, c'est un cinquième. C'est en réalité pas un cinquième, mais c'est un cinquième de ta capacité théorique de production. Donc, du coup, tu dois pouvoir lui fournir un tarif intéressant. Ok, c'est super intéressant. Et ça, c'est, je trouve, la réflexion devrait se poser... plus ou moins n'importe quel entrepreneur qui font de la prestation de service ou même de la prestation. Enfin, moi, je pense à mes potes artisans qui, on va faire ça en 2 mois et en fait, ça prend 6 mois et en fait, ils s'y retrouvent jamais. Et en fait, tu dis, mais les mecs, ils valent de l'or, ils ont de l'or dans les mains et ils se sous-facturent parce qu'ils se surestiment. En fait, tout de suite, tu te sous-estimes dans ta capacité de travail en te disant, comme ça étale un peu tu t'augmentes finalement ta valeur à l'heure parce que tu sais qu'il va y avoir tes moments où tu vas faire tes devis, ton marketing, ton machin. Et donc, c'est pas bête. Et après, évidemment, une fois que tu construis ton forfait, il ne faut pas construire rachitique en disant ça me prend 3 heures, donc je vends 3 heures. Ouais. Non, ça me prend 3, donc déjà j'en vends 4. Ouais. Parce qu'il y a des clients, ça va me prendre 2, parce qu'ils sont super organisés, ils vont m'envoyer les choses rapidement, etc. Et puis il y a des clients, ça va m'en prendre 6, bien sûr. parce que juste pour signer la convention d'honoraires, ils vont me poser 40 questions. Et ça, c'est véritable. Ouais. J'ai des clients où j'ai des forfaits sur des actes où je sais que je vais y passer moins d'1 heure, et donc qui sont pas très chers, qui m'ont pris 2h30 pour me signer la convention d'honoraires. Ouais. La société, j'ai mis 4 mois à la constituer. Donc en fait, c'est pas possible. C'est clair. Ok, c'est super intéressant et je pense que pour prendre un peu de recul avant de justement de construire une fiche, une grille tarifaire qui malheureusement du coup va être beaucoup moins concurrentielle que des Legal Tech ou des trucs comme ça, mais en même temps c'est normal. C'est pas le même service. Voilà, c'est ça. Et mais il faut pas. Les gens ont tendance à tout de suite se comparer, mais c'est pas du tout les mêmes personnes que vous allez chercher à toucher. C'est des gens qui ont besoin d'accompagnement, etc. Ok. Et pour revenir un peu du coup côté un peu marketing et développement. Qu'est-ce que tu fais, toi, pour aller les trouver, ces personnes-là, aujourd'hui ? Qu'est-ce qui marche le mieux maintenant que tu as un peu de recul sur ton... Beaucoup la prescription des confrères. Ok. Donc, toi, tu es très présent en plus chez les confrères. Ouais, donc beaucoup la prescription de confrères, la recommandation de niveau 2, c'est-à-dire mes clients qui me recommandent à des clients, j'ai même des parties adverses, des fois qui m'envoient... ça m'a fait plaisir, j'avoue. J'ai une partie adverse qui m'a envoyé un client. Et en fait, principalement les confrères pour l'instant. Après, j'essaye d'être présent dans les incubateurs, mais pas suffisamment à mon goût, mais dans les incubateurs, dans les salons pour pouvoir démontrer. En fait, l'enjeu, il est de pouvoir démontrer ton expertise parce qu'en fait, on a un ticket de moyen, un panier moyen chez le client qui est très haut. Donc la décision, elle se prend pas tout de suite. La décision, elle se prend après avoir fait donc j'ai un cycle aussi de vente où j'essaye d'être cohérent par rapport à la valeur du panier moyen. Acheter une paire de chaussures, la décision, elle peut se prendre en 1 seconde. Confier 1 000, 1 500 euros, 2 000, 5 000, 6 000, 7 000, 8 000 à un avocat, en fait, ça prend du temps. Ça peut prendre 1 fois, 2 fois, 3 mois, 4 mois, 6 mois, 1 an, avant qu'on te fasse travailler.
Mais une fois que tu as cette confiance, a priori, si tu traites correctement ton dossier, traites correctement ton client, cette confiance, tu la gardes. Et donc, elle te permet ensuite de vendre autre chose, d'être recommandé. Donc, voilà. Après, sur mes actions de développement, j'en fais pas assez parce que j'ai beaucoup trop de temps alloué. En fait, j'ai beaucoup trop de temps hors du cabinet. Ouais. C'est-à-dire que Bah, mon ici, agenda, ou- oui, voilà, ici, au CNB la semaine dernière, à Strasbourg la semaine d'avant pour le CNB. Là, en plus, on fait des auditions dans le cadre du groupe de travail IA. Donc, si tu veux, tu te retrouves dans une situation où le temps pour le cabinet est quasiment dédié à la production parce qu'il faut livrer en temps et en heure et que tu n'as pas forcément de temps à te consacrer pour le commercial, ce qui n'est pas forcément ce que je recommanderais. Mais c'est vrai que nous, avocats, on a tendance à le négliger, à le faire passer. C'est pour ça aussi que c'est intéressant d'avoir fait une collaboration, d'avoir discuté avec ton associé sur comment il s'organisait, parce que c'est quelque chose que tu vois pas. La grande blague, c'est toujours de se dire que l'associé ne travaille pas et qu'il est jamais au cabinet. Ouais, mais il est jamais au cabinet parce qu'en fait, il fait rentrer des dossiers. Ou alors, il est en représentation, en train d'écrire un article, en train de faire un colloque. Et du coup, en fait, c'est des actions qui sont pas visibles maintenant, mais qui vont peut-être se déboucler dans 2 ans. Tu vois. Ouais, c'est clair. C'est clair. Et comment tu arrives, parce que ça, c'est un gros sujet, je trouve, les salons, les événements. Il y a beaucoup de gens, ils arrivent, ils se pointent à un événement, ils l'ont pas préparé, mais sans forcément, même, ils interviennent même pas. C'est simplement, je vais à l'événement, je m'assois, je regarde et j'essaye de parler à des gens. En fait, je vais parler à personne et je me casse et bon, du coup, ça sert à pas grand chose à mon sens. Comment tu prépares un peu un événement? Comment t'arrives Est-ce que tu as des techniques toi pour essayer de te faire inviter ou c'est à force d'avoir beaucoup travaillé et d'avoir c'est des clients qui t'invitent ou comment ça se passe tout ça? Alors, les salons où j'interviens, en général, j'interviens parce qu'on me l'a proposé. Donc ça, c'est une première chose. Et on me l'a proposé soit parce que je connais la personne et elle sait que je fais ça et donc elle me le propose, soit sur Go Entrepreneur, tu vois, je suis intervenu sur le stand du CNB parce qu'on avait besoin d'intervenants de la commission sur des sujets. Après, je vais souvent aussi j'essaye d'aller dans des salons en tant que, même pas exposant, en tant que Visiteur. participant. Et dans ces cas-là, en fait, tu vas voir les personnes avec qui tu pourrais créer des synergies. Tu prends un premier contact, vous vous rappelez, vous discutez, voyez ce que vous pouvez faire ensemble, tu donnes ta carte, etc. Et c'est comme ça, par exemple, que j'ai eu l'occasion de collaborer avec Pépinière 27. On s'est rencontrés en fait à Go Entrepreneur. Ok. Donc, Et donc tu allais les voir, vous avez discuté. Bah, du coup, Go Entrepreneur, tu intervenais en plus. Ouais. Donc il y avait un petit côté un peu. Même pas parce que en fait j'intervenais assez loin du stand de Pépinière 27 et il l'avait pas vu. Mais il y a un côté en fait t'y vas, et puis si ça donne rien, ça donne rien. Après la difficulté qu'on a nous avocats et moi le premier, c'est de tenir un CRM. T'as pas de CRM? Alors j'ai un début de CRM, mais en fait si tu veux tous nos logiciels métiers, en tout cas les logiciels métiers que j'ai vus, n'intègrent pas le client n'existe pas avant d'être un client. Ok. C'est-à-dire que il n'y a pas de pipe pour un prospect, il n'y a pas de pipe pour des leads, il n'y a rien du tout. Donc en fait il faut te le faire à la main. On a tendance à le faire basiquement avec un dossier mail en te disant voilà ce qui est dans le pipe, et en fait on se rend compte qu'effectivement on oublie. Donc là je suis en construction de à la fois un CRM sur le côté opportunité et à la fois une espèce de gros book de contact. Ok. Et tu utilises quoi pour faire ça? J'utilise un modèle Notion. Ok. Simplement. Mais c'est très bien, moi c'est ce qu'on avait fait au début. Ouais, le plus basique possible, parce que l'objectif c'est de le tenir. Ouais. Et qu'il soit simple à remplir, donc le plus basique possible. Ouais. Moi, alors là-dessus, je sais que Diapaz, ils avaient un CRM, ils ont un CRM où tu peux faire des pipes comme ça. Nous, on utilise Pipedrive qui pourrait très bien fonctionner pour les avocats. Et c'est vrai que le côté double casquette, logiciel métier et logiciel CRM, toujours un petit peu difficile. On va creuser un peu là-dessus pour essayer de donner justement des bons outils métiers qui intègrent cette partie-là. Le problème, c'est toujours la même chose. Vous avez un métier particulier, donc des outils particuliers. Et il y a des CRM top du top, mais pour du commercial pur, il faut peut-être soit trouver un moyen de connecter les deux et avoir un CRM métier bien fait et un bon CRM commercial.
Mais tu devrais regarder Payeref, c'est pas mal. Et puis Notion, pour ceux qui commencent, effectivement, c'est un très bon moyen. Il faut le basique. Tu sais, quand j'avais fait la formation de Valentin, il avait dit le 101 du CRM, c'est un tableau Excel. Ouais, c'est clair. Et franchement. Déjà, c'est pas mal. Hein. Ouais. De juste poser tous les contacts que tu connais, poser ce qu'ils font, poser la base de données, c'est plus important. En quoi tu peux les recommander aussi. Ça, c'est quelque chose que je fais pas mal. J'ai des clients qui vont me dire est-ce que tu as une reco de comptable ? Pas de problème. Je donne sans problème une reco de comptable. Est-ce que tu as une reco dans tel domaine ? Si j'ai, je donne. Parce que c'est aussi ça, leur apporter de la valeur. Et toi, ça te coûte rien. Ça te demande juste d'être organisé et de se dire qui je peux recommander sur telle mission. Tu as un réseau, justement, pas mal. Tu as un réseau bien constitué, un petit peu, justement, de personnes à qui tu envoies des clients et qui, eux, t'envoient des clients. Vous êtes mis un peu d'accord ou pas du tout ? J'envoie aux confrères, ouais. J'ai des confrères identifiés dans telle et telle matière. Donc, quand c'est telle matière, je sais à qui envoyer. Parfois, j'envoie 2 noms. Ça dépend. Font faire la voilà, ça dépend aussi. J'ai des comptables avec lesquels j'ai travaillé sur des dossiers où j'ai gardé leurs coordonnées pour leur envoyer des clients quand j'estime que effectivement le fit passe bien et notre manière de travailler correspond. Après, je vais avoir des commissaires aux comptes que je vais faire travailler quand on en a besoin, un peu les acteurs autour de l'entreprise. Ok. J'ai souvent des demandes. Je travaille avec un fonds d'investissement. Et eux te renvoient des clients aussi ? Pas nécessairement. Pas nécessairement, mais je le fais pas dans le but qu'on me renvoie des clients. Je le fais dans le but de te dire, en fait, tu conçois ta relation client sur 42 ans. Voilà. Idéalement, le client idéal chez moi, on a commencé ensemble, et quand on prend notre retraite, on travaille ensemble. Ouais. Et donc, pour concevoir sur 42 ans, il faut pas avoir une logique rentabilité tout le temps. C'est-à-dire qu'il faut avoir une logique rentabilité dans la détermination de ton proposition de service. Pourquoi ? Parce que tu apportes une valeur. Mais la valeur, tu peux l'apporter aussi en dehors de ta proposition de service. Et donc, en fait, il ne faut pas attendre un retour. Moi, je ne crois pas. Alors déjà, c'est interdit pour les avocats. Même si je suis pour que ce soit autorisé pour les avocats, je ne crois pas à l'apport d'affaires. Okay. Je ne crois pas à l'apport d'affaires parce que je ne crois à l'apport d'affaires que lorsqu'il est parfaitement transparent avec le client. Parce que sinon, soit tu lèses le client, soit tu lèses le confrère. Mais ta marge, il faut bien la prendre sur quelque chose. Et donc, je crois à l'apport d'affaires quand j'apporte une plus-value. Ça m'arrive de facturer un client parce que je vais lui avoir rendu un service dans la transmission d'un dossier. Par exemple, je vais avoir briefé le confrère, coordonné avec lui quelque chose, mis en place quelque chose avec lui. Là, j'apporte une valeur, donc je facture. Et ben, ma logique, elle est la même dans la recommandation. Elle est de dire, je préfère qu'il soit bien accompagné et que du coup, son premier mot, quand on prononcera avocat, c'est « va voir Alexandre, il a été super ». Et en plus, il m'a recommandé l'expert comptable qu'il fallait, le commissaire aux comptes, le notaire, etc. Plutôt que de me dire « chouette, j'ai pris 100 balles sur une recommandation où j'ai forcé un autre acteur à m'envoyer un client ». Ouais, je suis d'accord. Mais c'est vrai que moi, typiquement, on fait aucun apport d'affaires. J'ai pas du tout, je prends aucun pourcentage et moi, j'envoie un peu. Mais c'est vrai que la difficulté, je trouve, c'est de les sélectionner. Parce que tu vois, par exemple, je donne un exemple, moi, j'ai 10 000 coachs d'avocats qui m'ont contacté en disant moi, j'ai souvent des gens qui ont besoin d'un site internet et toi, tu as des avocats qui créent des sites internet. Viens, en fait, au bout du 5e, 6e coach, comment tu choisis, tu vois. Et donc, c'est un peu difficile, je trouve, de sélectionner les bonnes personnes et de dire maintenant, moi, je me mets que lui pour ce sujet-là, ou 2-3 s'il y a des profils un petit peu différents, tu vois. Mais c'est la difficulté, je trouve, de sélectionner, parce que j'imagine que très rapidement, on vient vers toi pour justement faire ce type de synergie. Là, les mails synergie sur LinkedIn, à la fin, tu sais plus trop pourquoi tu t'appelles, quoi. Et le truc, c'est que moi, je ne recommande que ceux avec qui j'ai personnellement travaillé. Ou alors, quand je fais la reco, je précise que je n'ai pas travaillé avec, mais qui me semble qu'il peut être pertinent. Ok. Ouais, c'est une bonne manière d'arbitrer. Ouais, parce que sinon, en fait, c'est la confiance, elle est translative. À partir du moment où il perd la confiance chez quelqu'un que tu lui as recommandé, ça érode un peu la confiance qu'il a en toi. Et nous, la confiance, c'est ce qu'on vend, en fait. Ouais, on vend de la confiance et du sommeil. Donc, à partir de ce moment-là... Et est-ce que... Alors, j'avais une autre question, mais c'était plus par rapport à ce que tu disais avant. Côté entrepreneur, etc. Est-ce que tu remarques que ceux qui marchent le mieux, c'est ceux qui prennent les décisions rapidement ?
Alors, c'est vraiment question perso qui n'a rien à voir avec le côté avocat. Est-ce que tu sens que les mecs qui finalement te négocient le moins, qui sont les bons clients, derrière, ils cartonnent dans leur entreprise ou finalement, il n'y a pas trop de corrélation avec ça? Je suis convaincu que quand tu traites mal tes partenaires d'affaires, t'es pas voué à durer. Que ce soit tes fournisseurs, tes clients, etc. Je pense que t'es pas voué à durer. Moi, je marchande pas. Voilà, je peux faire un effort supplémentaire dans le cadre d'un client éventuellement qui est déjà client. Je peux faire un geste commercial, mais je marchande pas. Donc, en T'es bien, t'es général, intransigeant sur tes prix. Et ouais. Ou alors j'enlève des prestations, ou ce que je pratique depuis cette année, parce que j'ai quand même réfléchi à ma politique tarifaire. Ce que je pratique depuis cette année, les clients qui veulent négocier, c'est du prépaiement. Ok. C'est-à-dire que je peux accepter, par exemple, de faire 10% de réduction sur un devis. Par contre, il est payé de suite. Ok. Du coup, en fait, moi, j'ai moins de risques trésor. Ouais. Donc, du coup, j'accepte C'est pas d'être un bête. peu, C'est un peu des moins cher. leviers que tu peux tirer un petit peu pour Ouais, justement. voilà. Soit enlever une prestation, différer aussi parfois. J'éclate des fois, ils ont une enveloppe dans l'année, tu vois, ils te disent, en fait, j'ai tant sur l'année, donc ton devis, ça passe pas. Je dis, dans ces cas-là, pas de problème, je te facture Je te tant fais cette filer l'année année, prochaine. et on finit l'année prochaine. Ouais, c'est pas bête. C'est des bons moyens d'arbitrer pour justement faire passer les devis sans casser ton. Surtout que quand tu dis, tu vends de la confiance. Donc si tu enlèves 10% comme ça parce que le mec est sympa, bon, on sait pas trop d'où. On sait pas trop comment tu vois, c'est un peu à la tête du client. Du coup. En fait, ouais. C'est un peu le risque qu'il faut pas avoir. Moi, j'ai plusieurs avis là-dessus. C'est-à-dire que, d'une part, je considère que moi, un prestataire qui m'a fait une réduction juste parce que j'ai demandé, ça veut dire qu'en fait, il était pas pricé correctement. Donc, ça va pas forcément m'intéresser. Et puis après, tu as une relation quand même particulière avec ton avocat. Ton avocat, il doit représenter tes intérêts. Je suis pas sûr que quand tu te dis j'ai réussi à extorquer 500 balles à mon avocat ou lui faire moins cher, que tu as véritablement confiance dans sa capacité à représenter tes intérêts. Donc c'est pas un prestataire lambda, même si en droit des affaires on a un peu tendance à considérer l'avocat comme un prestataire lambda. C'est pas un prestataire lambda, c'est un prestataire qui doit pouvoir te dire non, et le non tu dois pouvoir l'écouter quand bien même tu penses que c'est dans tes intérêts que ce soit un oui. Ouais. Et donc pour ça il faut établir un lien de confiance et aussi une capacité à ce que le client t'écoute. Si dès le départ tu lâches sur les honoraires, il y a quand même quelque chose de il faut un intérêt à lâcher. C'est l'erreur qu'on faisait au début chez Oraman. On faisait vous demandez 10%, ok on l'offre, mais en réalité c'est pour ça pas pire. Tu vois, c'est pas tes autres clients en fait. C'est pour ça aussi que tu attends pour t'installer et que tu t'installes avec un trésor de guerre. Ouais. Parce que tu dois pouvoir avoir le luxe de dire non, et tu dois pouvoir avoir le luxe de refuser un dossier que tu sais pas faire en fait. C'est clair. Je voulais parler d'autre chose. Tu as participé à l'émission solo de Doctrine. Comment ça s'est passé? Est-ce que tu as été cherché par Rémi est venu te chercher ou le Doctrine est venu te chercher? Et qu'est-ce que ça t'a apporté? Est-ce que ça t'a apporté des confrères justement qui te connaissaient pas, qui t'ont apporté des dossiers derrière ou qui t'ont trouvé ça sympa? Qu'est-ce que ça apporte de participer à ce type d'émission, outre le fait que ça a l'air cool, ça a l'air sympa? C'était une expérience très sympa. C'est Rémi effectivement qui a donné mes coordonnées parce qu'on on a étudié ensemble à l'université de Toulouse et on a passé le CRFP ensemble. Et qu'est-ce que ça m'a apporté? J'ai pas mal de confrères effectivement qui se sont abonnés sur LinkedIn, qui m'ont fait des bons retours. Ça participe aussi à la notoriété entre guillemets à ta marque personnelle, et donc à plus long terme, que les gens identifient que je fais du droit des sociétés, s'ils ont des dossiers à apporter, s'ils ont des questions sur l'installation, qui soient en mesure aussi d'identifier que je fais du contentieux ordinal, que je peux les accompagner en commission de déontologie, que je peux les accompagner sur éventuellement des contentieux d'associés, des contentieux de la collaboration, etc. Donc c'est toujours intéressant. Ok, trop bien. Et qu'est-ce que je voulais te dire? Je voulais reparler aussi de l'aspect, justement, le contentieux entre confrères, etc. Qu'est-ce que tu remarques le plus sur ce sujet-là? Qu'est-ce qui fait que souvent une association ou une collaboration se passe mal? Est-ce que tu as remarqué quand même des patterns qui font que en fait, c'est toujours
toujours plus ou moins parce que il se passe ça ou C'est compliqué. La collaboration, c'est un contrat qui est quand même qu'on essaie de rééquilibrer avec un certain nombre de garanties pour le collaborateur, mais c'est un contrat qui par essence est déséquilibré. On n'est pas soumis aux règles du droit du travail, donc il y a tendance, alors c'est pas la majorité des cas, mais il y a des cas où il y a un glissement et le collaborateur est pas en mesure de véritablement s'y opposer parce que en fait il y a le bloc de droit dont tu disposes et la réalité qui est qu'on peut interrompre ta collaboration. Mais je pense qu'il y a une vague là de prestations de serment qui arrive au barreau et qui refuse de subir, et je pense que c'est la bonne attitude. C'est aussi comme ça. La collaboration, elle est déséquilibrée parce qu'il y a un problème de rapport de force, parce qu'il manque le droit du travail. En fait, le droit du travail met un rapport de force en faveur du salarié, ou du moins rééquilibre les droits, et permet donc au salarié de se plaindre de ceci, de se plaindre de cela, de faire respecter ses droits, son temps de repos, etc. La collaboration n'a pas ce bloc de ce corps législatif qu'est le droit du travail. Mais c'est en dénonçant ce qui ne va pas, en refusant de subir des choses dans la collaboration, qu'on va l'améliorer collectivement. Et c'est clair que quand il sera acté que ça passe plus, ce n'est plus entendable par les collaborateurs. Je te parle même pas de la réponse ordinale derrière, parce qu'elle existe. Mais juste le marché n'accepte plus ça. Dans ces cas-là, et là, on est en plein dedans. C'est quoi, c'est-à-dire quand tu dis ça, c'est le fait de pouvoir se faire virer du jour au lendemain, Non, pas forcément, parce que ça restera. La collaboration libérale, elle existe aussi parce que on a une activité libérale, et donc on a besoin de souplesse. Je pense pas à ça, mais je pense que quand certains cabinets ne respectent pas ta possibilité de développer ta clientèle personnelle, quand le marché ne refusera collectivement que ce soit quelque chose de normal, le marché de la collaboration va s'adapter. Et aujourd'hui, on entend pas mal de collaborants te dire « je n'arrive pas à trouver des collaborateurs ». Eh bien, pourquoi on n'arrive pas à trouver des collaborateurs ? Parce que la collaboration old school, où on est entièrement dédié à son collaborant, qu'on a très peu de temps pour développer son activité personnelle, elle ne convient plus. Donc en fait, les cabinets qui le comprennent et qui réagissent en fonction, en s'assurant d'avoir un climat sain d'exercice de la collaboration, c'est les cabinets qui seront en mesure de recruter les collaborateurs. Et ça ne passe pas uniquement par la rétrocession d'honoraires. Clairement pas. Ça passe par la capacité à être formé, la capacité à exercer sereinement, la capacité à pouvoir dire les choses, développer sa clientèle, être accompagné dans le développement de sa clientèle. Oui, c'est sûr que c'est un investissement pour un cabinet, un collaborateur, mais c'est un investissement. C'est-à-dire que derrière, le collaborateur qui est bien formé, le collaborateur qu'on laisse développer, le collaborateur qui exerce sereinement, c'est un acteur économique indispensable du cabinet, et c'est quelqu'un qui va faire tout autant progresser le cabinet que lui progresse. Donc en fait, c'est un accord win-win. Tant que les collaborateurs ne l'auront pas pleinement intégré, ben en fait, il y aura des problèmes dans la collaboration, et il y aura aussi un défaut de recrutement des collaborateurs. Et les collaborateurs, à la différence du collaborant, ils peuvent s'installer. Donc en fait, c'est juste au marché de s'ajuster, et je crois vraiment qu'il y a une tendance de ne plus accepter ce qui a été accepté auparavant, et l'excuse de se dire « oui, mais il faut en passer par là avant d'eux », je crois qu'aujourd'hui, elle ne marche plus. Ouais. Ok, c'est intéressant. Je pense que tu as raison, et puis on le voit de toute manière. Moi, je partage mes locaux avec Eva Naria, et c'est quelque chose qu'aujourd'hui, la plupart des collaborateurs ils demandent, ou alors ceux qui s'en foutent du coup, mais tu as vraiment une grosse partie qui demande justement ce temps-là. Et puis je pense que ça va dans ce sens, en tout cas, ça a l'air d'être, en tout cas... la clientèle personnelle, c'est le filet de sécurité. En réalité, c'est le contrepoids de la rupture immédiate de la collaboration. C'est-à-dire que, certes, on peut rompre ta collaboration pour aucune raison, simplement parce qu'on souhaite arrêter là, sans qu'elle soit brutale et vexatoire, évidemment, mais le contrepoids, c'est de pouvoir développer cette clientèle personnelle et de te dire... j'ai un petit filet de sécurité, le temps de retrouver une autre collaboration, le temps de modifier mon mode d'exercice. Et donc, c'est pour ça que nous, à l'UJA, mais moi aussi personnellement, on encourage les gens à développer leur clientèle personnelle. Parce que ça te permet juste d'avoir aussi la liberté d'esprit de te dire, en fait, j'arrive à en développer un petit peu, c'est pas suffisant pour vivre, très bien, mais j'ai aussi ce petit filet-là dans lequel je vais dire, en fait, je ne vais pas subir.
puisque j'ai ce filet-là, je ne suis pas coincé économiquement. C'est pas grave, je vais mettre un peu de temps à retrouver ma collaboration. Et en réalité, sur l'étude de collaboration du barreau de Paris, qui a été faite en 2021 ou 2022, on se rend compte que la plupart des collaborateurs, je crois que c'est 98 ou 99% des collaborateurs retrouvent dans le délai de 3 mois de préavis. Donc, en réalité, c'est pas un enjeu. Et le je vais te griller sur la profession, ça n'existe pas au barreau de Paris. Tu retrouveras pas, etc. Si, en fait, on retrouvera parce que les avocats problématiques, dans la plupart du temps, ils sont identifiés comme problématiques. Ouais. Donc, quand vous dites, je viens de n'importe quel confrère chez qui on a eu un article IB, en fait, on sait que c'est pas forcément le collaborateur le problème, c'est plutôt le collaborant. Okay. Et donc, du coup, c'est en fait aujourd'hui de notoriété publique quand les articles sortent. Et donc, vous avez aucun mal à dire, en fait, oui, ça a juste pas fonctionné. Aujourd'hui, je viens vous voir. Et je pense qu'il faut s'en ouvrir. Il faut s'en ouvrir parce que la décision de recrutement pour un collaborant, c'est aussi un investissement, c'est aussi des coûts. Et donc, en fait, il veut que le recrutement soit réussi. Alors, soit il est problématique de base et dans ces cas-là, il faut partir. Mais un recrutement réussi, c'est intéressant pour les deux parties. Ouais, c'est clair. Ouais, c'est clair. Trop bien. Et du coup, toi qui justement est vachement dans tous ces sujets-là, quel conseil un peu tu donnes à la personne qui veut chercher à développer un peu ses premiers clients, à trouver ses premiers clients? Est-ce que vous avez des conseils un petit peu simples, des choses qui prennent le moins de temps possible mais qui sont le plus souvent efficaces pour développer un peu? Le conseil qu'on m'a donné au tout début, c'est tu dois pas repartir d'un endroit, une soirée, un événement pro, un dîner, etc., sans que les gens sachent que tu es avocat. Ok. Et c'est pas cool. Ouais, et c'est déjà le premier. Après, le deuxième qu'on m'a donné, que je n'ai pas appliqué pour l'instant, mais que je vais appliquer cet été, c'est de lister toutes les personnes qu'on connaît pour voir ce qu'elles font, ce que potentiellement on pourrait créer comme synergie, ce que potentiellement on pourrait les informer pour avoir, en fait, c'est la base de la prospection commerciale, c'est-à-dire regarder un peu ce qu'on est en mesure de faire avec ce qu'on a déjà. Ensuite, effectivement, la stratégie de contenu, ça fonctionne, même si elle est fastidieuse à mettre en place, mais c'est quelque chose qui fonctionne. Et puis, je pense que le secret de mon développement, c'est que je ne vais pas quelque part en me disant je vais développer. Et donc, du coup, je ne vais pas quelque part en ressemblant à un renard des surfaces, quoi. J'y vais pour m'intéresser aux personnes, pour faire tel événement, etc. Et si derrière, ça donne quelque chose, très bien. Et puis, tu vois, la plupart du temps, je laisse pas mes coordonnées. Ouais. Mais, parce que les gens, ils se rendent retrouver, quoi. Oui, j'ai donné mon nom. Je pars du principe que les gens sauront me retrouver s'ils ont envie de me retrouver. Je trouve ça trop gênant, moi, quand on me donne une carte de visite. Bah, des fois, moi, j'en ai pas. Je suis là, de toute façon, je fais de la com, j'ai pas de carte de visite, mais parce qu'en fait. Oui, des fois, vous me suivez sur LinkedIn et puis voilà. Donc, non, je pense que faire savoir que tu es avocat, faire savoir ce que tu fais, et je me rends compte, c'est un des chantiers sur lesquels je travaille, je me rends compte que même les avocats sont pas forcément en mesure d'identifier le scope de ce que tu fais. Donc, parfois, tu vois, on m'écrit en me disant changement de gérant, tu fais. Donc, en fait, c'est que quelque part, j'ai mal communiqué sur ce que je faisais. Et donc, c'est quelque chose que je vais devoir plus vulgariser pour les confrères en mode voilà ce que je fais. Voilà la plaquette de simplement ce que je suis en mesure de faire. Ouais. Carrément. Et mais c'est bien. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire? En fait, il y a un côté, je trouve, aussi dans ta manière de te présenter, tu vois, ne serait-ce que quand tu vois dans Solo, on te voit, t'es le seul en t-shirt. Il y a un côté, il y a aussi un personnage un peu Alexandre qui est sympa et qui change. Est-ce que tu as remarqué justement que ça portait un petit peu justement ses fruits parce que t'es pas l'avocat qu'on voit partout parce que justement tu t'assumes, t'es comme t'es. Mais moi je suis pareil, tu vois. Après moi je suis pas avocat donc forcément j'ai pas envie de me mettre en costume. C'est pas forcément d'intérêt, tu vois. Mais même en événement, je suis souvent en t-shirt, etc. Est-ce que dans l'écosystème, que c'est quelque chose que tu as voulu en disant moi je veux rester moi-même mais j'ai pas envie de me mettre en costume ou quoi, même si ça t'arrive, ou c'est juste est-ce que tu as senti que ça va apporter quelque chose? En réalité, je m'adapte à ma cible, c'est-à-dire que quand
au quotidien, je suis habillé. Parce qu'en fait, je ne vois aucun intérêt. Aujourd'hui, on privilégie quand même beaucoup la visio. Ouais. Je vois aucun intérêt à enfiler un costume juste pour dire j'ai enfilé un Avec un costume. short en dessous. Ou enfiler un costume pour la visio. Oui, j'y vois pas l'intérêt. Par contre, en fonction des événements, plus ou moins protocolaires, etc., je vais éventuellement enfiler un costume. Je crois qu'aujourd'hui, les clients, ça dépend des clients, ça dépend de l'âge du client, ça dépend de la société concernée, etc. Et donc, je sais m'adapter. Tu vois, en fonction des clients, il y a des clients qui m'ont jamais vu en t-shirt, Ouais, ok. qui me voient en costume, etc. Mais je crois que le client aujourd'hui, il s'en fiche. Ce qui Moi, l'intéresse, personnellement, je m'en fous. ce qui l'intéresse, c'est la valeur que tu vas délivrer. Et Ouais. en fait, il va préférer un avocat en t-shirt qui lui délivre de la valeur plutôt que quelqu'un qui a mis un costume Ouais. juste pour le plaisir de mettre un costume. Puis je trouve que ça te rend plus accessible. Moi, je me dirais, mais pas le côté prix. Je me dis pas ça va être moins cher. Je me dis juste, à mon avis, on va pouvoir parler comme ça. Il va pas y avoir ça va être fluide dans les échanges, etc. Enfin, je trouve, moi, je me ressens plus de ton côté que d'aller chercher le mec 4 épingles parce qu'en fait, je suis pas comme ça. Et je pense que sur ton écosystème, c'est logique. Mais je me demandais si justement, est-ce que tu avais déjà eu des retours de personnes sur le sujet ou des trucs comme ça? J'ai déjà eu des retours. Ouais, j'ai déjà eu des retours sur ma tenue en me disant oui, mais t'es avocat. Ouais, et. Ouais. Enfin, je veux dire, j'enfile un costume quand je dois enfiler un costume. Ouais, t'as raison. Et que tu as vocation parce que du coup, tu as fait solo, donc on pourrait se dire il veut rester avocat individuel, mais pas forcément. Est-ce que tu as vocation à t'associer ou alors à recruter, stagiaires, collaborateurs, etc. Alors, j'accueille des stagiaires le plus souvent possible. Ok. Parce que j'estime que ça doit participer aussi à la formation et que tu dois pouvoir leur mettre un pied à l'étrier. C'est difficile parfois de trouver ton premier stage. C'est difficile de trouver quelque chose à Paris en fonction de la fac dans laquelle tu viens, etc. Donc ça, j'essaye de le faire un maximum. Après, je pense que le collaborateur, c'est clairement un vecteur de développement. Et donc, effectivement, c'est quelque chose auquel il faut penser à moyen terme. Après, c'est effectivement aussi un investissement. Il faut avoir la capacité, la trésor, il faut être en mesure. Puis, on n'a pas envie, même si c'est juridiquement possible, j'ai pas envie de prendre un collaborateur pour lui dire 3 mois après, je suis désolé, en fait, j'arrive pas à te payer. Ouais, c'est clair. Donc, il y a ces réflexions-là. À m'associer, oui, clairement, parce que ça me permettrait de passer aussi à l'échelle. Ouais. Mais maintenant, il faut qu'on ait un projet commun, il faut qu'il y ait un alignement sur la manière dont on voit le conseil aux clients. Il y a sans leur donner de nom ou quoi, tu as des projets un petit peu peut-être potentiels dans les futurs mois ou... Non, j'ai jamais été contacté pour ça. Okay. Je suis contacté pour de la chasse de tête de temps en temps, où on me demande si je veux pas un poste de collaborateur. Probablement des gens qui n'ont pas forcément lu mon profil, mais c'est clair. Dans ces cas-là, je réponds que je suis pas intéressé par la chasse de tête pour de la collaboration, mais que par contre, s'ils ont de la chasse de tête pour de l'associé, je suis ouvert aux propositions du marché. Maintenant, je pense clairement pas être, niche dans ma pratique, donc c'est clair qu'on va pas venir me chercher. Maintenant, si au gré d'une rencontre ou d'une opportunité, il y a quelque chose qui se fait, oui, mais sur un alignement de valeurs, sur un alignement de projets, il faut que ça m'apporte quelque chose. Je crois pas que ça relève énormément mes coûts de structure, parce que j'ai des coûts de structure importants, mais il faut que ça m'apporte quelque chose. Tu vois. Pourquoi tu as des coûts de structure importants ? Parce que j'estime que je dois pouvoir travailler dans de bonnes conditions, que je dois pouvoir offrir aux clients un certain nombre de services. Et donc, du coup, effectivement, tout ce qui est SaaS, ça relève hyper vite les coûts de structure. Pour finir comme ça, avant de conclure, tu utilises quoi ? Tu as des outils que tu... J'utilise DocuSign, mes aides publiques. J'ai intégré un peu d'IA dans ma pratique. Enfin, je commence à intégrer un peu d'IA. Donc, j'ai Copilot pour mes decks commerciaux ou quand je dois faire une formation, que j'ai besoin d'aide sur l'architecture. Tu vois, de pas partir de slide vierge, mais juste de me dire, vas-y, comment je pourrais formuler ça. J'utilise ChatGPT, j'ai Cessib. Okay. Donc je suis pas forcément très fan, et je pense qu'à un moment je s'ouvrirai parce que je suis pas forcément très fan du tout. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? J'ai des outils quoi.
Ouais, c'est essentiellement. Et C'est donc, déjà- en fait, c'est du déjà pas mal. coup, ça, plus le loyer, plus tel et DocuSign, c'est un forfait spécifique quand tu as un cabinet d'avocat parce que tu as besoin d'un volume de signature conséquent. Donc, ça te coûte quasiment 200 euros par mois, etc. Et c'est des frais qu'on a du mal à répercuter sur les clients. Ok. Alors, j'essaye de m'astreindre à faire des frais de chancellerie, mais je t'avoue que quand je fais les Ouais. devis, j'oublie. Tu vois. Et donc, j'ai pas. Génial. T'as Je un les petit dernier mot, qu'est-ce qu'on te souhaite du coup? Eh ben, écoute, je sais pas, de pouvoir développer, de pouvoir embaucher, parce que je serais ravi de pouvoir travailler Créer avec une un belle collaborateur dès 2025, par exemple. Trop bien. Et bah, restez à l'affût, tu auras peut-être des demandes un peu plus tôt. Et puis je sais qu'il y a pas mal d'élèves avocats et de jeunes collaborateurs qui écoutent, donc Ah oui, il y a on est. de fortes chances qu'on vienne un petit peu. Bon, t'as déjà dû avoir des petites demandes, mais Ouais, même sur un profil et l'avocat, Ouais. j'étudie, tu vois, c'est quelque chose que j'ai envisagé éventuellement pour janvier 2025, donc Trop avec bien. grand plaisir pour Ah bah, recevoir j'ai hâte de voir ça. des CV. Le développement d'Agilo, alors c'est le nom du cabinet que tu as actuellement. Alors, ça se trouve, si tu t'associes un jour, ça changera. Mais là, en l'occurrence, c'est ça. Donc, hâte de voir la suite. Et puis, bah, merci beaucoup, Alexandre. Je pense que c'était Bah, hyper de rien, intéressant. On a parlé plein de trucs, facturation, déonto, développement commercial, gestion d'événements. Je trouve que c'est toujours important. C'est pas toujours évident. Merci à toi et puis à Bah, de très rien. vite. On se revoit dans 3 ans, on fait un bilan Allez, de la suite. à très vite.